Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur lifestyle, Thierry #Henry. Donc épisode numéro 27 avec donc un invité qui est un expert et un spécialiste donc du recrutement, mais surtout de l'assistant virtuel. Donc il est propriétaire du site votreassistantvirtuel.com. Donc il va nous donner beaucoup d'informations pour scaler notre business, donc pour développer donc notre business de solopreneur ou d'entrepreneur hors de ligne. Pour pouvoir donc déléguer les tâches qui sont donc chronophages et qui n'ont pas de valeur et qu'on n'a pas envie de faire comme moi. Donc c'est pour ça que je l'ai invité. Comme tu le sais, donc j'ai déjà moi une partie donc de mon activité qui était sur Madagascar, mais je vais modifier un petit peu. Je vais pareil donc travailler avec des assistants virtuels pour scaler le business, et pour ça donc j'avais besoin des bonnes informations. Donc écoute bien ce que va nous proposer donc Franck Janet. Donc je vais remercier avant de commencer avec Franck, mon partenaire, donc Thierry-du6henry.fr/audible, ADIBLE. Audible donc te permet d'avoir de tester pendant 30 jours et d'avoir un livre gratuit, un livre audio, ce qui va te permettre donc de lire plus souvent. Donc si tu continues, tu auras un abonnement donc qui était limité, tu peux l'arrêter quand tu veux. Tu paieras 9,95€ pour avoir un livre audio tous les mois, ce qui va te permettre de lire plus souvent, de développer et donc de ne pas procrastiner parce que tu n'arrives pas à lire. Là, tu as juste à écouter et puis c'est tout. Donc il y aura donc des petits bruits malheureusement. Donc c'est le premier interview donc de Franck, donc des petits bruits de notification au début et aussi donc une présentation qui va se faire directement. Donc il n'y aura pas de salut, bonjour, comment tu vas. On part directement dans l'interview. Donc voilà. N'hésitez pas à partager et à commenter donc cet épisode pour qu'on soit donc de plus en plus à créer la communauté donc de l'entrepreneur lifestyle et que donc plus de gens suivent l'émission sur iTunes, enfin l'épisode sur iTunes et sur les autres plateformes. Je vous dis donc à tout de suite avec Franck Janet. Poser plein de questions que mon audience attend, parce que donc il est vrai que pour développer ton business, il n'y a rien de mieux donc, que des billets. Et donc, tu vas tout nous dire sur le métier. Puis comme ça, donc, on va pouvoir ensuite aller, grâce à toi, donc, passer à des chiffres plus importants grâce à un assistant virtuel. Donc, je te laisse te présenter. Oui, je suis Franck Janet. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière parce qu'il y a une certaine logique qui a fait que j'ai développé cette entreprise d'assistance virtuelle. Je suis chasseur de tête, donc j'ai vécu 20 ans aux États-Unis et quand j'ai développé mon entreprise mon entreprise de recruteur, donc de chasse de tête à partir de 2005, j'étais sur le marché américain et j'ai voulu faire un modèle assez particulier, c'est-à-dire que j'ai voulu, puisqu'on on travaillait aux États-Unis et dans le monde entier, avoir pour moi-même donc des assistantes à distance. C'est-à-dire que des assistantes pour le marché anglophone basées aux Philippines et en Inde. Et quand je dis des assistantes, ça veut dire aussi des recruteurs, des personnes qui font de la recherche, du sourcing, toutes les personnes dont on peut avoir besoin dans une entreprise de recrutement. Et pour le marché français, donc, j'ai fait la même chose, puisque j'étais basé aux États-Unis, mais étant français, j'ai développé rapidement le marché français. J'ai fait la même chose avec du personnel à Madagascar et en Roumanie. Donc, et ça, c'était en 2005. Et rapidement, donc, les clients me posaient souvent des questions, mais je parle souvent à Graziella, où est-ce qu'elle habite. Ah bon, toi, tu es à Miami, c'est là où j'étais basé. Et donc, elle est basée en Roumanie, etc. Donc, en 2008, j'ai décidé d'en faire un business. Voilà. C'est-à-dire que ce que je faisais pour moi, j'ai décidé de le vendre aux autres. Et le marché américain, comme je disais, j'étais basé aux États-Unis. Le marché américain, je ne sais pas s'il est saturé, mais en tout cas, il est bien chargé, parce qu'il y a du monde qui fait ça. Je n'étais pas du tout le premier. Alors qu'en France, il n'y a personne. Quand j'ai démarré en 2008, on cliquait assistante virtuelle marché français sur Google, il n'y avait que moi. Mais bon, on n'avait pas beaucoup de chiffres d'affaires, parce que le marché n'était pas mature du tout. Il est devenu mature ces dernières années, on y reviendra. Donc voilà, j'ai lancé ça en 2008, et puis donc l'entreprise s'appelle Votre Assistant Virtuel. Le site web, c'est votreassistantvirtuel.net. Et donc pour le marché francophone, donc nous plaçons des assistantes virtuelles qui sont basées dans des pays à bas coût. Hein. Donc le pays à bas coût, après avoir fait plein d'essais pendant les premières années, le pays à bas coût où on a un super compromis, c'est Madagascar, pour plein de raisons. Donc voilà, nos assistantes virtuelles elles sont toutes basées à Madagascar. Et donc tu parlais donc de Roumanie, donc
Donc, enfin, il y a une grande partie, donc c'est Madagascar, mais tu as aussi, donc, si j'ai bien compris, d'autres pays où c'est vraiment que Madagascar. C'est-à-dire que il y a deux entreprises, hein. Votre assistant virtuel, c'est mon assistante et moi qui gère ça. Donc, mon autre entreprise s'appelle Consulting Position. C'est une entreprise de chasse de tête. Et là, on est 22. Et sur ces 22, il y a énormément de gens qui sont basés, donc, qui travaillent depuis leur domicile, donc font de l'assistance virtuelle. Mais D'accord. pour le marché francophone, la Roumanie, c'est très bien. On trouve des gens d'excellente qualité en Roumanie. Mais le problème, c'est que nos clients, ils veulent des gens qui parlent français aussi bien que toi et moi. Et D'accord. donc, à Mada, dans les bonnes universités, je trouve ça. Je trouve ça. Et puis, on trouve beaucoup de corps de métier. C'est ce que je dis toujours à mes prospects la première fois que leur parle avant qu'ils deviennent clients. Ils me disent qu'est-ce qu'on peut faire avec un assistant, une assistante virtuelle. Et moi, je leur dis toujours en plaisantant, si vous avez envie qu'elle serve le café à vos clients le matin ou si vous voulez l'envoyer à la poste, ça ne fera pas l'affaire. Par contre, tout le reste, on peut faire. Donc, après, bien évidemment, il faut segmenter, il faut voir ce que les clients veulent, il faut voir. Mais on peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup de choses à distance. Moi, à l'origine, si j'ai commencé mon métier de recruteur en travaillant à distance, c'est parce que le timing était bon. J'ai commencé donc en 2005, à l'époque où Skype ça fonctionnait. Ça commençait à bien fonctionner parce qu'avant, c'était un peu haché. Donc, Skype et tous les concurrents d'ailleurs. Et donc, mais maintenant, ça marche. Maintenant, la question ne se pose même plus, d'ailleurs, par rapport à 2005. Oui, surtout Donc, qu'il n'y a pas, surtout qu'il y a pas que Skype, et il y a plein d'autres, plein de sociétés. Donc, Franck, donc moi j'ai beaucoup de questions parce que moi je suis toujours pas à l'étape des assistants virtuels ou à distance. Et j'aimerais bien le faire parce que je sais très bien que c'est un moyen donc, de scaler quand on est solopreneur. À quel montant, en fin de compte, il faut commencer à penser à un assistant virtuel? Moi, j'avais entendu, donc je vais répondre un peu à la question, parce que moi, je suis plutôt dans ce qu'on appelle affiliate marketer. Et donc, et blogueur, donc c'est plutôt dès qu'on dépasse les 100 000 euros ou 150 000 euros, c'est intéressant d'avoir un assistant virtuel. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, est-ce qu'on peut commencer un peu avant? donc, je disais, oui, mon avis est forcément un peu biaisé parce que je suis du côté de la personne donc, qui fait des placements d'assistance virtuelle. Mais pour moi, il n'y a pas de niveau minimum. À partir du moment où il y a un besoin et que ce n'est pas cœur de métier et que ça peut être délocalisé, par exemple, nous, on fait à partir d'une heure par jour. Donc, une personne qui a besoin qu'on traite ses mails, je donne des exemples comme ça, ou même la faire travailler un peu sur la comptabilité, quoi. Tout dépend le besoin, tout dépend le secteur d'activité du client. Il peut prendre quelqu'un pour une heure par jour, et donc, même si son chiffre d'affaires est de 15 000 par an. Hein, donc, D'accord, ok. Je ne que savais les- pas. J'avais entendu parler, mais souvent, quand on va sur les sites où on se pose des questions, on parle plutôt donc de 3-4 heures par jour que de 1 heure. Donc, 1 heure, oui, c'est aussi intéressant. Si la personne est efficace et rapide, c'est très intéressant. Quelles sont les tâches en général qu'on te demande le plus souvent, qui sont le plus intéressants à déléguer et qu'on te demande le plus souvent? Ça a évolué au cours des années. Maintenant, ce qui est demandé le plus souvent, c'est les tâches, donc c'est les métiers autour de l'e-commerce, de tout ce qui tourne autour de l'Internet. On a beaucoup de clients qui nous demandent des assistantes au marché, je le mets souvent au féminin, c'est parce qu'il y a quand même plus de femmes, il y a les deux, des assistantes pour gérer un site marchand sur, je ne sais quoi, moi, Shopify, PrestaShop, quoi, les différentes plateformes de sites marchands, ou des gens qui sont sur tout ce qui est autour du web marketing, tout ce qui est autour du blogging, on a beaucoup de demandes comme ça. On a des secteurs d'activité traditionnels aussi où on a des demandes, mais ce n'est pas la majorité. Donc là, c'est les secteurs d'activité. Après, les tâches, c'est variable. C'est principalement des tâches administratives, ou des tâches qui tournent autour de l'Internet. Donc, pour en citer quelques-unes, pour les tâches administratives, c'est probablement ce qui est en numéro un. Bon, je parlais, par exemple, de la gestion d'un site de e-commerce. On nous demande souvent. Donc, la personne, elle rajoute des articles, elle fait tout ce qu'il y a à faire toute la journée, voire toute la nuit sur le site, pour ceux qui travaillent à l'international. Et puis, après, on peut avoir des demandes métiers, on peut avoir des demandes de webmaster, on peut avoir des demandes de développeurs informatiques. Donc, comptable aussi, hein, quelqu'un pour faire de la comptabilité, c'est en place. Et donc on peut donc automatiquement donc demander des métiers un peu techniques. Alors, parce que souvent, moi, j'avais entendu parler qu'au début, donc c'était plutôt donc des métiers de base, on va dire, comment dirais-je, qui n'ont pas de forte valeur ajoutée. Mais est-ce que donc on peut parce que là, tu as parlé un peu de développement, on peut donc aller dans des métiers un peu techniques, par exemple, média buyer pour faire donc des campagnes de pub ou des choses un peu plus techniques que le simple administration.
Oui, donc on peut monter en niveau. Après on peut voir au cas par cas. Et si je dis cela, c'est pas pour ne pas répondre à la question. C'est parce que bon, les personnes que l'on recrute ou qu'on a dans nos équipes, c'est pas forcément des couteaux suisses. Et le vrai problème qu'on peut avoir avec certains clients, quoi, certains prospects avant qu'ils deviennent clients, c'est qu'ils ont tendance à aligner des tâches qui vont pas ensemble. Quelqu'un qui a une assistante administrative. Bah, elle est pas développeur en PHP pour faire je ne sais quoi moi des sites web. Donc les gens ont tendance à aligner des choses qui vont pas du tout ensemble. Et je leur dis c'est pas parce que c'est virtuel que c'est une machine, hein, que c'est la même chose que si vous l'embauchiez et qu'elle travaillait à côté de vous. Donc il y a des combinaisons qui vont pas ensemble, donc il faut en prendre plusieurs dans ce cas-là. Et puis, il y a aussi quelque chose que nous ne faisons pas, mais par contre d'autres le font. Hein. Nous ne faisons pas tout ce qui est téléprospect. Il y a une demande, c'est un créneau sur lequel je ne suis pas allé parce que trop compliqué pour nous en tout cas à gérer. Oui, donc il y a plusieurs métiers, donc il faut dès le départ bien savoir ce que l'on veut, ne pas penser qu'on va avoir une assistante de direction qui a des super compétences et qui peut tout faire. Il faut vraiment, donc s'il faut plutôt prendre plusieurs assistantes à distance de 1 heure ou 2 heures que de prendre une qui va tout faire et en fait on sera déçu. Non, dans cet exemple-là, on peut trouver, hein, ou sauf si le client a des demandes extrêmes, s'il veut qu'elle parle 5 langues, oui, là, je vais avoir du mal à trouver à mettre ça sur la même personne. Mais une assistante de direction, donc, qui sait gérer les emails, qui sait recevoir les coups de téléphone, qui sait en émettre, enfin, bref, tout le travail qui peut être le travail d'une assistante de direction, ça, on peut fournir. Là, quand ça ne va pas, c'est quand c'est des métiers qui sont différents les uns des autres. C'est-à-dire, la personne, c'est une assistante de direction, mais il faut qu'elle gère aussi mon site Internet. Et donc, il faut aussi qu'elle fasse ma comptabilité. Et donc, au bout d'un moment, on dit, ben non, mais là, c'est quand même plusieurs métiers en un. Et donc, qu'elle soit virtuelle ou pas virtuelle, la personne, elle ne fait pas plusieurs métiers en un, quoi. On a tous des limites. Moi, je suis recruteur, donc il y a plein de choses que je ne sais pas faire. Donc, demain, je ne peux pas devenir boucher ou charpentier. Ce n'est pas le même métier. Donc, D'accord. Et donc les types de contrats, en fin de compte, c'est des contrats sur 1 ou 2 mois. C'est comment ça se passe comme c'est la société, enfin elles sont à Madagascar, donc c'est pas une société française, on va dire. Comment ça se passe? Comment on fait les paiements? Comment tout ce système de mise en place se passe? Oh, très simple. Commençons d'abord pour l'aspect paiement, puisque c'est ta question. Donc, l'engagement est à chaque fois d'1 mois. Donc, et quand les clients commencent, moi, j'ai un problème à leur faire 1 semaine, parce que bon, beaucoup savent pas, hein, ou n'ont jamais travaillé avec des assistants virtuels. Donc, on commence par 1 semaine s'ils le souhaitent. Donc, on leur fait un tarif au prorata sur 1 semaine au lieu d'1 mois. Et après, l'engagement est à chaque fois d'1 mois. Donc, facturation et contractualisation par PayPal. Donc, à la fin du mois, 3 jours avant la fin du mois, on les recontacte en espérant qu'ils vont continuer avec nous. Mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent accroître le nombre d'heures par jour ou le baisser. Donc, tout est possible. Donc voilà comment ça fonctionne. Et puis la partie donc avant de commencer à travailler, avant de contractualiser, ça se passe aussi simplement. On s'entretient avec le client qui nous fait son descriptif de poste. Donc une fois que j'ai son descriptif de poste, moi il me faut 24 heures ou 48 heures en fonction du besoin, de la difficulté, pour organiser un entretien avec une assistante virtuelle qu'on fait par Skype, hein, parce qu'on veut faire une vidéo, on veut que le client voit son futur ou sa future assistante. Et puis, si ça convient, eh bien, ils peuvent commencer le jour d'après sur le nombre d'heures qui est convenu. La seule contrainte, c'est que les heures sont toujours les mêmes sur le mois. C'est-à-dire que si la personne a un engagement pour travailler 4 heures par jour l'après-midi, eh bien, il travaille 4 heures par jour l'après-midi. Et l'assistante aura sans doute un autre client qui travaillera le matin, peut-être 2 fois 2 heures, ou peut-être 4 heures, etc. On remplit les journées des assistantes comme cela. En fin de compte, c'est comme si on travaillait en France avec un freelance, tout simplement. Oui. Donc, oui, j'imagine que c'est comme si on travaillait en France avec un freelance. Donc on avance mois par mois et on valide. Si on dit 1 heure, c'est 1 heure et on change pas. Et donc dans ces cas-là, donc il faut aussi, donc parce que moi j'avais entendu, parce que quand je dis ça, mais moi-même j'ai fait une erreur. J'ai dit que j'ai pas d'assistance ici parce que pour le podcast, je faisais la retranscription à Madagascar, même si là j'ai modifié, j'ai changé un petit peu. On m'a toujours dit en fin de compte qu'il faut mettre en place des process. Et tout ce qu'on veut faire, il faut qu'on le mette en vidéo pour que la personne puisse reprendre, pour vraiment savoir ce que l'on veut précisément. Est-ce que ça se passe comme ça avec toi ou en général c'est que le Skype ou vaut mieux donc qu'on fasse, comment dirais-je, des tutos
pour précisément dire comment nous on veut que les choses soient faites? Est-ce que c'est comme ça en général que ça se fait? Ben, ça dépend du client parce que ça, c'est plus de notre ressort. Parce qu'à partir du moment où on délègue l'assistante à un client, elle a lui. Donc, on n'intervient pas. On intervient que si le client souhaite nous parler ou s'il y a un problème. Mais c'est son assistante. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, il est bien qu'ils aient un peu de méthodologie pour les former. Mais encore une fois, ça dépend. Ça dépend ce qu'on leur demande. On a des assistantes, des clients qui demandent à leur assistante des choses très basiques. Il n'y a pas vraiment besoin d'une longue formation. Et puis, il y en a qui ont besoin qui sont sur des tâches un peu plus sophistiquées. Donc là, ça peut valoir le coup d'avoir des tutos. Ou alors d'y passer du temps soi-même, hein, l'un ou l'autre, c'est-à-dire de passer. Moi, je leur dis toujours, hein, la semaine où l'assistante commence à travailler avec vous, ne prévoyez pas d'être en déplacement ou que ce soit une semaine hyper chargée pour vous. Qu'elle soit virtuelle ou qu'elle soit à côté de vous au bureau, il faudra la former parce qu'elle ne connaît pas votre secteur d'activité. Même si elle a déjà fait pour d'autres clients ce qu'elle doit faire pour vous, vous êtes quand même une entreprise à part. Donc, c'est important de prévoir d'être avec elle un peu tous les jours pour lui expliquer, de faire des partages d'écran, donc d'utiliser les différents outils qui existent pour faire des partages d'écran et de lui faire des démonstrations, de lui donner des scripts s'il y a du téléphone à faire. Au départ, il faut bien qu'elle sache quoi dire ou si elle doit répondre, quoi, peu importe. Donc tous ces aspects-là, c'est important. C'est à la fois de la formation et du management. Parce que le problème que nous avons, si je compare avec mon autre activité où nous sommes chasseurs de tête, c'est que le fait qu'on travaille avec des entrepreneurs individuels, c'est qu'ils n'ont pas l'habitude du management souvent. Et le fait qu'ils n'aient pas l'habitude du management, eh bien, fait que quelquefois ça peut créer des incidents, avec des assistantes qui ne sont pas suffisamment formées, qui ne sont pas suffisamment contrôlées, où le client ne va pas leur demander de faire un rapport quotidiennement, des choses qu'on fait systématiquement quand on est un manager et qu'on est habitué. Donc, des fois, on essaye d'éduquer un peu nos clients à cela. Est-ce que donc en parlant de reporting, est-ce que donc vous donnez des éléments par rapport au reporting ou c'est à nous donc de faire des tableaux de reporting ou de parce que je sais qu'il y a des logiciels pour voir si la personne travaille réellement. Est-ce que ça c'est des choses qu'on doit faire nous-mêmes ou il y a une aide de votre côté parce que je pense que le problème sur le preneur c'est aussi la confiance. Souvent il est spécialiste de son métier, il a un peu peur de faire confiance et il investit une petite somme. Bon c'est pas énorme mais bon c'est un petit business. Est-ce que donc de votre côté il y a des choses que vous apportez pour qu'on puisse contrôler et suivre, être content donc de l'assistante, ou est-ce que donc nous on doit mettre des process en place pour pouvoir surveiller et être sûr que le travail est fait? Il y a deux écoles, hein. Moi j'utilise pas l'école en tout cas où donc l'école ultra surveillée où on met des logiciels pour suivre ce que font les assistants et les assistantes. Certains sont partisans de cela, comme moi j'ai rien contre, mais c'est pas ce qu'on souhaite faire. Donc, moi, ce que je recommande toujours, c'est qu'au départ, on forme l'assistant ou l'assistante, et puis qu'après, on se rend facilement compte du travail fait en fonction de la qualité du travail. Moi, c'est ce que je dis toujours à un client qui me dit « Ouais, mais en fait, elle fait 4 heures par jour, mais je ne sais pas vraiment si elle fait 3 heures ou 4 heures, ce que je ne peux pas voir. » Moi, je lui réponds « Mais en fait, si le rendu, c'est ce à quoi tu t'attends, qu'est-ce que tu t'en moques qu'elle fasse 3 heures ou 4 heures par jour? Parce que finalement, est-ce que tu préfères avoir quelqu'un qui travaille vite et bien et qui fait 3 heures et que tu payes 4? Ou est-ce que tu préfères avoir quelqu'un qui fait 4 heures, mais par contre, qui va travailler à la vitesse d'un escargot et la qualité pas forcément bonne? Donc, il faut les juger, nos assistantes, sur le rendu, sur la qualité, sur ce que tu attends en fonction du nombre d'heures. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Après, comme tu disais, il existe des logiciels qui valent 3 sous maintenant, qui te permettent de voir ce que la personne fait sur son écran d'ordinateur. Mais après, c'est un énorme management. Après, il faut stocker tous les films. Et en plus, il faut les regarder. Et puis, les assistantes aussi, l'objectif, c'est d'attirer des gens de qualité. Hein. Si on leur propose des conditions de travail qui ne sont pas bonnes ou qui ne leur plaisent pas, et ce genre de flicage, ça ne plaît pas à beaucoup, elles ne vont pas travailler pour nous parce que le marché de l'assistante virtuelle est dynamique quand même. Donc, pour attirer les bons et les bonnes, déjà, il faut bien les rémunérer. Bon, c'est sûr que bien rémunérer quelqu'un à Madagascar, ça reste un petit prix pour le marché européen, le marché français. Et puis après, il faut aussi leur donner de bonnes conditions de travail. C'est dans tous les métiers la même chose, sinon elles ne restent pas, elles s'en vont. Et
par expérience, ça fait comme 11 ans que je fais cela, elles n'aiment pas être surveillées. Hein, donc, nous, on ne le fait pas, on ne l'a jamais fait. Mais par contre, Non, mais dans votre compte, c'est là on parle de management classique, enfin de management ou de leadership, parce que bon, management, ce qui paraît, c'est pas bien. Donc, il faut juste être un bon patron pour que la personne soit une bonne assistante, entre parenthèses. Ben oui, donc. Et donc, dans ces cas-là, parce que j'ai pensé pendant que tu parlais, ce qu'il faut être sûr, c'est pas juste prendre l'assistant pour des petites tâches, il faut vraiment, même si elle ne le fait pas, donner le maximum de tâches sur une heure, que ce soit productive. Et si elle ne les fait pas, au moins on sait qu'on a donné au maximum, parce qu'on ne donne pas un minimum, et on se dit, bon, bah, elle va les faire facilement, et comme elle n'a plus de temps à faire, elle va faire autre chose, entre parenthèses. Il faut le donner un maximum, mais voir si elle peut remplir vraiment faire une heure, donner un maximum d'éléments pour qu'elle puisse le faire et tester, on va dire. Ah oui, il faut qu'il y ait une certaine chronologie. Hein. Ça nous arrivait que des clients nous disent après la deuxième journée, ah bah oui, mais mon assistante d'avant, elle faisait bien plus. Et la réponse, c'est du bah oui, mais on est mardi, elle a commencé hier. Il y a quand même un apprentissage, surtout. Revenez à moi dans 15 jours, et si elle est vraiment lente, il y aura effectivement un problème, mais vous pouvez difficilement la comparer avec l'assistante qui travaillait avec vous depuis 10 ans et qui vient de vous quitter, et qui faisait ça. Donc, mais après, oui, après, il faut fixer quoi. Il y a une notion de productivité, hein, donc il faut garder ça, une notion de productivité. Et c'est la même chose, hein, que la personne soit à distance ou à côté de vous. Après, à distance, il faut gérer différemment. Donc, mais sinon, oui, il n'y a pas de grande différence. Hein. Donc, en fin de compte, concernant le contrat en lui-même, il n'y a pas grand-chose. C'est juste un petit document à signer et c'est pas, comment dirais-je, il y a rien de compliqué parce que bon, comme on est sur le droit français nous et donc là droit de Madagascar, est-ce qu'il y a un document à signer? Et une deuxième question, même si bon, tu auras peut-être du mal à répondre parce que bah, tu es dedans. Est-ce qu'il faut automatiquement passer toujours par une structure comme la tienne ou certains le font en direct par Fiverr et par d'autres sites? En France, on a 5 euros. Quelle est la différence entre passer avec une structure et le faire soi-même? Bah, alors, la chance qu'on a, quoi, nous, à Madagascar, c'est que c'est très difficile de payer les gens à Madagascar. Les choses comme PayPal, ça ne marche pas encore, ou très très mal. Donc, alors que ça marche partout dans le monde. Hein. Je paye des assistants ou des assistantes quoi, pour d'autres activités, en Thaïlande, au Cambodge, donc dans des pays comme ça, aux Philippines énormément, mais à Mada, ça ne marche pas. Donc nous, on est structuré parce que les assistantes, donc les clients ne payent pas à Mada. Les clients nous payent, donc notre entreprise est en Europe, donc ils nous payent par PayPal. Et donc, nous, après, on s'organise avec les assistants. Donc, le paiement est difficile. Donc, il est vrai que si le paiement était plus facile, ce serait plus facile pour les clients de travailler en direct. Mais effectivement, les clients, c'est comme dans tout métier. Hein. Notre métier de base, puisque, comme j'expliquais en introduction, VAB, votre assistant virtuel, c'est une branche de notre entreprise de chasseurs de tête. Notre métier de base, c'est d'être chasseur de tête, c'est recruteur externe. On a des clients qui passent par nous pour avoir le service d'un professionnel, et puis on a des gens qui ne sont pas clients et qui le font eux-mêmes. Ça, c'est vrai pour tous les métiers du service. Quand vous faites votre comptabilité, vous pouvez la faire vous-même, vous pouvez passer par un comptable. Donc oui, les gens peuvent le faire eux-mêmes. Mais à Madagascar, bien évidemment, là, c'est biaisé parce que je parle de ma propre entreprise. C'est quand même assez difficile. Pour plein de raisons. Déjà, je ne pense pas que vous en ayez des tonnes sur ces sites. Sur ces sites de freelance, il y en a sans doute. Hein, il y a une grosse population, madame. Il n'y en a pas des tonnes. Et puis, il y a différents problèmes, notamment les problèmes de paiement. Et puis, nous, on a quand même des gens sur place qui les recrutent. Donc, c'est pas, je veux dire, pour avoir des gens qui sont très bons en français, notamment, ce que veulent nos clients, parce que les Français, ils veulent pas d'assistantes ou d'assistants-assistantes qui fassent des fautes. Hein. Il faut qu'elles écrivent comme un natif. Il y a quand même un peu de travail en amont en recrutement. Si vous allez sur l'Internet et que vous les recrutez sur Facebook, LinkedIn ou que sais-je, donc vous avez tout le travail de sélection à faire, mais c'est sans doute possible, oui, ça c'est évident. D'accord. Bon, je pense qu'on a rempli un peu toutes les questions. Donc, Madagascar. Je vais te poser donc des questions que je parle un peu enfin 5 questions que je pose à tous mes invités.
Et puis ensuite, donc, tu me donneras donc les liens. Enfin, même si tu nous as déjà donné, donc c'est voteраssistantvirtuel.com et ensuite le site donc de chasseurs de tête pour ceux qui veulent donc scaler leur business et chercher. Donc là, c'est plutôt international, hein, c'est pas qu'en France, c'est un peu partout. Ah oui, là, la France, c'est une petite partie du marché. Donc, D'accord, ok. consultingpositions.net pour le site de notre plus gros marché, c'est donc l'Amérique du Nord, c'est là où j'ai créé l'entreprise. Donc, l'Asie-Pacifique, pour la petite histoire, moi, je suis basé en Australie. Et donc, et l'Europe aussi, qui est un gros marché pour nous. Donc, on est spécialisé sur, je sais que c'est pas l'objet du thème d'aujourd'hui, mais on est spécialisé sur le recrutement de consultants en management. Donc, Non, c'est mais un métier assez particulier. c'est important parce qu'il peut y avoir des gens qui écoutent et qui sont intéressés. Et ben, ils auront donc le lien. Donc là, je vais passer donc aux questions que je pose à tous mes invités. Donc, quel est le business dont tu rêves à part celui que tu as actuellement et que tu aimerais bien créer? Ah, aucun. J'aime bien ce que je fais, donc donc non, j'aimerais être plus. Bon, c'est pas la question, mais j'aimerais qu'on devienne plus efficace, plus efficient sur les réseaux sociaux dans nos. Donc, mais bon, ça répond pas à la question. Donc, moi, je suis content d'être recruteur international, de voyager dans le monde entier. Donc, voilà, aujourd'hui, je suis en Thaïlande pour faire cet entretien. J'habite en Australie. Je vais tout le temps en France, qui est le pays d'où je suis originaire. Donc, j'ai vécu 20 ans aux États-Unis. Donc, c'est la façon dont j'ai développé le métier. C'est pas le fait d'être recruteur. C'est le fait que je l'ai développé pour être recruteur international. Bah, Donc, tu tombes bien dans l'émission, ce qu'on appelle l'entrepreneur lifestyle, qui est le nom de l'émission. Donc voilà, les gens là, tu les fais rêver là, donc c'est bien. Donc là, tu confirmes bien que toi, tu es content et tu as créé le business dont tu rêvais, donc parfait. Donc, quelle est la meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur que tu as eue? de m'être installé, de m'être installé aux États-Unis. Même si j'y habite plus, même si je regrette pas du tout, c'est là où j'ai eu la meilleure expérience parce que c'est là où j'ai développé le marché, donc où on est devenu, c'est là où j'ai développé l'entreprise, les années les plus difficiles, et ça a démarré, et ça a été assez fort, assez vite. Ça aurait pas été vrai du tout en France, qui est quand même un marché un peu rouillé. Et puis en Australie, où j'habite maintenant, ça aurait quand même été difficile aussi de créer l'entreprise, de partir de rien, parce que les Américains sont des gens plus ouverts, qui ne me demandaient pas si j'avais 50 000 références, ce que me demandent les Australiens, qui ne me demandaient pas, ce que j'ai 25 ans d'expérience, ce que me demandent les Français, ce que m'auraient demandé les Français. C'était plus simple. Donc oui, meilleure expérience. Là aussi, ça ne répond pas à 100% à la question, mais c'est la meilleure façon dont je peux répondre. C'est de mettre... Non, mais ça répond pas, mais ça me donne envie de faire un deuxième entretien. Donc j'espère qu'on fera un deuxième sur vraiment ton expérience, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire sur tes 25 ans d'entrepreneuriat et de développement. Donc ça, je pense que ce sera un deuxième entretien. Donc, quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Ah oui, ça c'est une bonne question. Donc, à mon avis, c'est d'avoir pas tellement réussi et de s'être fait virer plusieurs fois comme salarié, ce qui m'est arrivé et ce qui a montré que j'étais pas fait pour ça. Donc, ça a été, je sais pas si c'est le meilleur levier, mais ça a été un levier pour moi. Après, on peut peut-être pas répondre en 30 secondes là-dessus, mais c'est une attitude, un style de vie, également comment dire, une organisation, hein, surtout au début. Hein. Donc, surtout dans ces métiers dont on parle, ces métiers à distance, on peut travailler. Là, en ce moment, je suis dans une chambre d'hôtel, mais souvent, je suis dans mon bureau, dans ma maison, chez moi à Melbourne. Il faut être discipliné, là. Donc, il faut être discipliné, il faut se lever le matin, il ne faut pas se laisser aller. Au moment où on fait la transition de salarié à travailler à son compte, ça peut faire un peu bizarre. Hein. Donc, on peut avoir tendance à se laisser un peu aller. Il ne faut surtout pas faire ça. Ben, c'est ce que je dis aussi, parce que moi j'aime bien aimer ce que tu as dit, parce que c'est mon cas aussi. Malheureusement, j'ai fait des fois des allers-retours entre le salariat et l'entrepreneuriat, et j'ai moi très tôt compris que j'étais pas fait pour le salarié, même si je l'ai fait, et que je suis des fois un très bon salarié. Quand j'ai envie, je le suis. Mais surtout voilà, on croit parce qu'on voit on voit certaines images d'entrepreneurs, mais on voit quand il a réussi. On voit pas les périodes avant où il galère, où il faut être discipliné et travailler et faire plus qu'un salarié, donc faire 10 heures, 15 heures. Puis ensuite, quand ça marche et quand on a une équipe, là, on peut déléguer et se laisser aller, entre parenthèses. Hein. Mais oui, tout à fait, il faut avoir l'attitude et bosser beaucoup, parce que y a personne qui vient vous dire de travailler. Donc oui, tout à fait. Merci pour cette bonne explication, parce que souvent, surtout les jeunes, on se fait un peu leurrer par tout ce qu'on voit sur Instagram. On pense qu'on crée comme ça, que ça va marcher tout seul. C'est faux. Il faut travailler comme un dingue. Voilà.
Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? On va faire, il y en a plusieurs, mais on va faire un lien avec la discussion d'aujourd'hui. Ce qui a été un déclencheur pour moi pour créer, j'aurais dû commencer par cela d'ailleurs, mais bon, maintenant tu me permets de le dire alors que j'avais oublié. Ce qui a été le déclencheur pour créer votre assistant virtuel, ça avait été de lire au tout début, quand il est sorti, le livre de Ferriss. J'en étais sûr. Donc, et donc, de 4 Hour Week. Oui, c'est ça, exactement. Et donc, bien évidemment, je ne crois pas du tout à la semaine de 4 heures parce que c'est en totale opposition avec ce qu'on se disait il y a une minute, comme quoi il faut travailler dur. Moi, je n'ai pas du tout la même mentalité que Ferriss là-dessus, mais par contre, tout le reste du livre est super bon et sur la façon dont on peut être organisé pour travailler à distance. Non, mais lui, excuse-moi de te couper, il le dit. Le 4 Hour Week, c'est du marketing parce qu'il a tenté plusieurs titres et celui-là a marché parce qu'il a fait des tests. Mais après, en fin de compte, ça va avec le côté assistant virtuel. Il faut développer beaucoup. Et quand on sait déléguer, quand on est très fort à délégation et que les heures sont transférées sur l'assistant virtuel, on peut travailler moins. Mais il est vrai que Après, c'est juste qu'il ne le dit pas. Mais c'est vrai que les gens ne voient que le titre. Mais derrière, oui, voilà. Effectivement, les gens voient que le titre, s'imaginent à la plage en travaillant 4 heures par semaine, etc. Bon, ça... Je ne sais pas trop, mais par contre, le livre, oui. En tout cas, le livre est à lire. Je le recommanderais. Pourtant, moi, je n'ai pas de lien avec Ferriss, je ne le connais pas. Donc, je le recommanderais à toute personne qui souhaite travailler, qui ne l'a jamais fait avec un assistant, une assistante à distance. Je crois que sur le podcast, c'est l'un des livres les plus cités, donc c'est normal. Il y a rien de... Le titre, voilà, c'est un clickbait, comme on dit. Hein. C'est un petit putaclic marketing, mais après, l'intérieur, oui, il n'y a rien à dire. Il est très bien fait, et là, il a fêté ses 10 ans il y a quelques temps, je crois. Ouais, voilà. Parce que j'écoute souvent son podcast, et il est toujours aussi intéressant. Donc, bon, parenthèse. Et quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? Je ne sais pas. Donc, peut-être de mieux m'exprimer dans des émissions comme celle-ci, parce que c'est pas ce que je fais habituellement. Et puis maintenant, avec les vidéos qu'on fait sur les réseaux sociaux, puisque la vidéo marche fort, tout cela. Donc, oui, améliorer la communication. Ces nouvelles formes de communication, en tout cas, c'est pas des nouvelles formes pour tout le monde. Les gens des médias, ça fait longtemps qu'ils sont. Mais ce qui était le cœur de métier des gens des médias dans le passé, maintenant, ça doit être la force de toute. Justement, on parlait d'entrepreneur. Tout entrepreneur, à partir du moment où il veut faire des vidéos, à partir du moment où il veut être sur les réseaux sociaux, c'est de bien communiquer comme un professionnel des médias. Et ça, je sais pas faire. En tout cas, pas encore. En tous les cas, oui, ça, c'est des choses à apprendre. Et puis, dans ces cas-là, je te conseillerais de lire Crush It de Gary Vee, qui il y a 10 ans avait déjà écrit ce livre-là. Et un autre aussi, c'est Russell Brunson, qui a indiqué que tous les médias ont shifté. Donc, la télé, c'est YouTube, la radio, c'est le podcast, comme tu dis. Donc, voilà, après, c'est pas des systèmes compliqués. Ce qui est bien, c'est que c'est ouvert à tout le monde. On n'est plus... faut plus sortir des grandes écoles ou avoir le réseau pour pouvoir aller dans une émission de télé ou autre. On crée son propre business. Donc, voilà, tout à fait. Donc, non, mais je te confirme, non, tu es très très bien. Après, il faut, même moi, ça fait 8 mois que j'ai commencé le podcast, donc j'ai encore beaucoup à apprendre. Donc, non. Donc, merci pour toutes ces bonnes infos, Franck. Et je veux te réinviter pour que tu nous parles de toutes tes galères. Je sens qu'il y en a plein, il y en a eu plein au début, donc j'espère qu'on va en reparler sur une autre émission. Donc, je te laisse le dernier mot pour la fin, Franck. Mais justement, je disais que je ne savais pas trop bien donc gérer ce type de communication. Je ne sais pas comment on est censé finir ce genre d'émission, mais moi, je te remercie de m'avoir invité, de m'avoir donc proposé de présenter mon activité. Comme je disais, j'ai créé l'entreprise il y a 11 ans, donc en 2008, l'entreprise VAV, l'entreprise d'assistance virtuelle. Et donc, c'est la première fois qu'on me propose une émission comme ça. Donc voilà, je suis très content. Merci bien. Donc, merci à toi. Donc, n'hésitez pas à aller voir tous les liens pour ceux qui veulent à se développer et sortir du. Enfin, solopreneur, c'est bien, mais il faut se faire aider. On réussit jamais seul. Il faut donc se faire aider et avancer. Et donc, votre assistant virtuel.com est là. Donc, moi, je te dis à très bientôt, Franck. Et puis, pour les autres, donc, à très bientôt pour une prochaine émission. Ciao, ciao. Voilà. Merci donc à Franck Janet. C'est fini donc pour l'épisode 27. Tu sais tout, donc une grande partie donc sur l'assistant virtuel. Donc son site, donc votreassistantvirtuel.com. Donc tu pourras donc télécharger il a un e-book sur le métier.
Si tu veux encore plus d'informations, n'hésite pas donc à poser des questions sous le commentaire sur mon blog ou sur YouTube où il y a le podcast, ou directement sur iTunes, c'est encore mieux parce qu'iTunes c'est le boss du podcast, donc ça va donner des bons signes à iTunes. Donc moi je te dis donc à la semaine prochaine avec un invité donc dans le e-commerce si tout se passe bien, qui est très connu et qui fait un carton. Et ensuite la semaine d'après donc pour te faire un petit teasing, on va parler donc d'immobilier et de marchand de biens. Donc je te redonne le partenaire si tu veux donc te développer et donc lire plus facilement. audible-henri.fr/audible AUDIBLE, donc 30 jours gratuits avec un livre offert, et ensuite donc 9,95€ tous les mois pour pouvoir lire plus de livres. Donc minimum tu auras lu 12 livres par an, ce qui est magnifique. Donc moi je te dis à la semaine prochaine sur le podcast. Ciao ciao.